La section 2.4 du cours porte sur la bibliothèque Panda. Panda est un outil pour manipuler des fichiers de données, un peu comme Excel peut en être un, mais Panda, sous certains rapports, est beaucoup plus puissant qu'Excel. Il permet d'importer des données à partir de plusieurs formats, il permet de filtrer, de modifier les données en place, d'appliquer des fonctions statistiques, de gérer les dates et de réaliser des tableaux croisés dynamiques. Panda va gérer deux types de données, ou de structures plutôt, des séries simples, donc des tableaux unidimensionnels, et des tableaux bidimensionnels, ce qu'on appelle dans la bibliothèque elle-même des data frames. Alors, commençons par un exemple. J'ai ici un fichier .csv qui représente des données issues d'une simulation numérique dans les recherches que je fais, donc le sens n'est pas important ici, il suffit de se rendre compte que j'ai un certain nombre de données, j'ai assez modeste, une vingtaine peut-être, et j'ai plusieurs colonnes qui sont nommées, donc les en-têtes de colonnes apparaissent dans la première ligne, et j'ai des données qui sont des chaînes de caractères ou des nombres réels ou des entiers. D'accord ? Donc, retournons à notre programme ici. La première étape est de lire le tableau. Donc, read table à partir de Panda. Donc, on a importé Panda, bien sûr. Ici, on lui donne l'acronyme PD. On lit le tableau, on lui donne le nom du tableau et on mentionne aussi une colonne, donc le nom d'une colonne qui va servir d'index, qui va servir donc de classement. On peut ensuite trier le tableau en fonction de la valeur de l'index. Donc, ce que ça va faire, c'est de trier la structure data que je viens d'importer en fonction de cette colonne. On pourrait faire rapidement un graphique. Donc ici, je vais faire un graphique de la colonne qui porte le nom EB1 souligné 1 en fonction de l'indice, donc de l'index, pardon, et avec des marqueurs, enfin des points ou des petits cercles comme symbole. Donc, Panda utilise Matplotlib, donc à l'interne, pour faire ces graphiques. Je pourrais convertir ce tableau en un fichier Excel, l'exporter essentiellement dans un fichier Excel en lui donnant le nom que je choisis. Je pourrais bien sûr extraire les colonnes que je désire. Par exemple ici, en tapant data avec le nom de la colonne, j'ai une impression à l'écran de la colonne d'index, donc mu, avec la colonne que j'ai demandé de avoir. Donc, je pourrais manipuler, donc imprimer une manipulation de cette colonne, c'est-à-dire que je pourrais référer à cette colonne, non seulement de cette manière, avec des crochets et le nom de la colonne, mais je peux aussi considérer que la chaîne de caractères qui désigne la colonne est un attribut, et le nom d'un symbole qui est un attribut de la base de données elle-même. Donc je pourrais écrire de la même manière .eb1 souligné 1, et dans ce cas-ci, je lui soustrais 1, donc je soustrais 1 aux valeurs de cette colonne. Donc quand je l'imprime, j'ai la même chose avec, bien sûr, 1 en moins. Je pourrais imprimer un tableau à 2 colonnes, assez bien formaté, donc en demandant spécifiquement ces 2 colonnes à l'intérieur d'une liste. Je pourrais aussi imprimer les premières rangées du tableau avec la fonction head, donc c'est ce que ça me sort ici, ou la fonction tail pour avoir les dernières rangées du tableau, comme ça. Je pourrais même changer le contenu du tableau, donc on peut écrire dans le tableau en quelque sorte. Donc si je me rends compte par exemple que la première colonne dont toutes les données sont égales à 1D-2-4B est la mauvaise donnée, en quelque sorte je peux la corriger, je peux changer le nom en forçant toutes les rangées du tableau à adopter la valeur suivante comme valeur de la colonne modèle. Et donc, en faisant ce changement-là, une fois que je réimprime le tableau, je constate que la première colonne a été modifiée. Peut-être l'aspect le plus intéressant de Panda pour des scientifiques, c'est la capacité de filtrer facilement. Donc, par exemple, je pourrais vouloir consulter toutes les rangées du tableau pour lesquelles la colonne EB1 souligné 1 est plus grande que 0 et la colonne EB2 souligné 1 est plus petite que 0. Donc j'applique un filtre. En appliquant ce filtre, donc je vois ici, donc je peux le constater ici sur les 2 colonnes que les données de EB1 souligné 1 sont positives et celles de EB2 souligné 1 sont négatives.
Je peux faire divers autres calculs. Enfin, la liste des possibilités est très grande et la documentation de Panda est très bien faite, donc je vous invite à la consulter. Ici, par exemple, je vais calculer directement l'accroissement en pourcentage de la colonne MUAV. Donc, ça va me produire à la sortie simplement cet accroissement, qui bien sûr est nul pour la première rangée, puisqu'il n'y a pas de rangée de comparaison possible. Je peux calculer une foule de fonctions statistiques. Donc, si vous avez des études statistiques à faire, Python est toujours une bonne façon de le faire. Bien sûr, il y a plusieurs modules de statistiques, mais Panda peut faire beaucoup de choses. Calculer la moyenne, l'écart type, la médiane, compter les échantillons, vous fournir des quantiles, calculer les corrélations. Donc, par exemple, je pourrais, à partir de cette colonne dans mon fichier de données, calculer la moyenne, obtenir ceci, l'écart type. J'ai ici la médiane, donc il y a autant de valeurs, autant de rangées pour lesquelles la valeur de cette colonne est plus grande que 0,727, que de rangées pour lesquelles elle est plus petite. Et je peux, donc ça évidemment c'est le quantile, c'est en quelque sorte le 50e quantile, ou encore le deuxième quartile, n'est-ce pas? Donc, mais je peux appliquer ça à des valeurs arbitraires comme le quantile 0,75, qui me donnerait plutôt cette valeur, c'est-à-dire que 25% des rangées auraient une valeur plus grande que cela et 75% une valeur plus petite. Je peux compter le nombre de rangées, ici ça me donne 18, et je peux même compter le nombre de rangées qui respectent une certaine condition, par exemple, telle que la valeur de cette colonne MUAV soit plus grande que 0,9. Donc ça me compte immédiatement et me dit qu'il y a 5 rangées qui respectent cette condition. Ça peut aussi calculer les corrélations. Donc j'ai par exemple 2 colonnes, une qui s'appelle MUAV, l'autre qui s'appelle MU souligné 1 souligné AV, d'accord? Je peux calculer la corrélation statistique entre ces deux colonnes, soit en appliquant la fonction core comme attribut de la colonne MUAV et en lui donnant comme argument les données de la colonne MU1AV, ou en faisant l'inverse, le résultat devrait être le même. Je peux même les porter en graphique et j'obtiens bien ceci. Remarquez donc que j'ai le même nombre à une PKDI près entre ces deux façons de faire. Panda est excellent pour manipuler de grands ensembles de données et pour manipuler les dates également. Donc ici, comme exemple, on va considérer les actions de la compagnie Apple en fonction du temps. Donc j'ai ici ce fichier qui contient, et que je suis allé chercher sur Internet, bien sûr, à l'aide de Google, et qui contient les données de la bourse, donc pour la compagnie Apple, depuis son entrée à la bourse le 12 décembre 1980. Donc les différentes colonnes sont la date, la valeur de l'action à l'ouverture de la bourse, la valeur maximum de l'action, la valeur minimale de l'action, la valeur à la fermeture de la bourse et le volume, c'est-à-dire le nombre d'actions qui ont été transigées cette journée-là. Et j'ai dans ce fichier combien de lignes? J'ai 9844 lignes, ce qui est relativement modeste pour Panda, mais qui serait même un peu embêtant pour Excel à la rigueur, étant donné qu'il faut tout manipuler avec souris et ainsi de suite, donc visuellement. Donc je commence par lire le fichier, donc read table, avec un séparateur qui est une virgule. Ensuite, la date. La date est une chaîne de caractères dans ce fichier. Je vais la convertir en une donnée numérique manipulable. Et donc, c'est à ça que sert cette fonction toDateTime. Donc, je lui donne la chaîne de caractères qui est dans cette colonne. Il va remplacer cette colonne par une autre colonne qui maintenant contient un format interne numérique de la date. Et je peux demander à voir les premières rangées du tableau qui sont maintenant celles-ci. Bon. Ensuite de ça, les graphiques sont très faciles à obtenir. Par exemple, je pourrais faire un graphique de la valeur maximum de l'action journalièrement, donc en fonction de la date, et j'obtiens ceci. On remarque les hauts et les bas, et le plus notable là-dedans, c'est de constater à quel point cette action a pris énormément de valeur dans les 10 dernières années. Donc c'est passé d'à peu près $20, sont plus creux ici, à $300 à la fin 2019. On remarque aussi une petite bosse ici qui semble insignifiante, mais qui est importante, puisqu'en 1999-2000, il y a eu une petite crise boursière qu'on appelle la crise des dot-com
qui était la première crise des compagnies Internet, donc qui ont grandi trop rapidement, et ça a affecté toutes les compagnies technologiques à l'époque. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut filtrer, bien sûr. Ici, je vais filtrer sur la date. Je vais définir un filtre, donc une condition qui demande que la date soit plus grande que le 1er janvier 2015. Donc ça, c'est un format, encore une fois, une fonction qui me permet de convertir cette chaîne de caractères en date et qui me permet de faire cette comparaison. Et donc, je vais faire un graphique de la date et de la valeur maximum de l'action, donc en appliquant ce filtre et avec la petite fantaisie de faire une rotation des étiquettes de 70 degrés pour qu'elles soient presque verticales, entre 2015 et 2020 donc. Je peux faire la même chose pour les dates antérieures à 2002 pour voir un peu plus nettement l'évolution de l'action à ce moment-là. Et donc, je faisais référence à cette crise boursière autour des années autour de l'an 2000 pour les compagnies technologiques. On en voit l'effet ici. Je peux aussi faire un graphique du volume. Le volume divisé par 5 millions, donc en unité de 5 millions, en fonction de la date, et comparer cette courbe à la valeur de l'action à chaque journée. Donc on voit ici que le volume est maximum, justement, lorsqu'il y a des perturbations boursières. Donc cette petite crise, j'ai horreur de l'appeler petite, mais de l'an 2000, a provoqué un énorme volume de transactions pour les compagnies technologiques en général. On remarque que les choses se sont beaucoup calmées depuis 10 ans, même si la valeur elle a augmenté considérablement et qu'il y a eu des hauts et des bas. Dernier sujet de cette section, les tableaux croisés dynamiques. Bon, les tableaux croisés dynamiques sont un des aspects les plus utiles des chiffriers comme Excel. Ils permettent de consolider des données et de faire des graphiques de données agrégées en fonction d'une variable. Donc, comme exemple, on va utiliser un exemple que j'ai pris sur Internet et qui est tout à fait fictif et tout à fait tiré de l'entrepreneuriat. Donc j'ai ici des dates de commande. Donc on pense ici à une entreprise qui vend des papiers et des crayons. J'ai des régions ici, des représentants de vente différents, des items qu'ils ont vendus, le nombre d'unités, le coût par unité et le total des ventes. Donc pour chaque transaction. Bon, donc l'idée est d'inscrire une ligne, une rangée par transaction en inscrivant les données pertinentes à cette transaction. Et ensuite, ce que l'on peut faire avec un tableau croisé dynamique, c'est des tableaux sommaires qui nous permettent de voir, par exemple, combien de crayons ont été vendus par région ou quelle quantité, donc en termes de dollars, a été vendue par chaque représentant dans telle période, et ainsi de suite. Donc, le tableau croisé dynamique, ce qu'on appelle en anglais pivot table, va être créé par cette fonction pivot table, qui prend comme premier argument la base de données elle-même que j'ai importée. Donc, j'ai importé cette base de données ici. J'en imprime les premières rangées pour m'assurer que tout va bien. Donc, je donne comme premier argument la base de données. Ensuite, les valeurs que je veux montrer, c'est-à-dire ici le nombre d'unités vendues. L'index, donc en fonction de quoi est-ce que je veux représenter cette valeur, donc en fonction du représentant ici. Et quelle est la fonction d'agrégation, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avec les différentes rangées qui vont avoir le même représentant. Eh bien, je vais les sommer. Autrement dit, je veux une sommation et non pas une moyenne ou voilà, autre chose. Donc, je construis ce tableau croisé dynamique et j'obtiens ceci. Donc, je vois bien, en fonction des représentants, le nombre total d'unités vendues. Je peux varier, bien sûr. Ici, je pourrais avoir le total des ventes en fonction du représentant avec une somme. Et je pourrais aussi avoir, en fonction de la région, ce qui s'est produit. Donc, la somme des unités vendues en fonction de la région. Donc les tableaux croisés dynamiques sont donc l'une des applications les plus courantes des chiffriers. Je pense que Panda peut, de ce point de vue, avantageusement remplacer un chiffrier comme Excel. Pourquoi remplacer Excel par Panda? Vous allez me dire, il y a deux raisons principales. Je dirais que la première, c'est que Panda est beaucoup plus rapide et peut manipuler des ensembles de données qui sont plus
plus gros, beaucoup plus gros que ce qu'Excel peut faire, et plus rapidement surtout. Donc imaginez importer un fichier qui comporte 1 million de lignes. Avec Excel, ce serait un cauchemar. Je ne suis pas sûr que ce serait possible d'ailleurs, puisqu'il faut tout gérer par souris, défiler, et ainsi de suite. Avec Panda, aucun problème. L'autre raison, c'est que Panda, bien sûr, c'est un élément de langage. C'est scriptable. Je pourrais inclure des commandes Panda dans un programme Python et de manière automatique aller chercher des fichiers, par exemple sur Internet, les télécharger, en faire l'analyse, écrire des sommaires, ainsi de suite, sans aucune intervention humaine. C'est l'avantage principal, peut-être. Voilà, je vous remercie de votre attention.